Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine discuteront ce mardi au téléphone du plan de trêve américain proposé il y a quelques jours. Et si un appel téléphonique entre les deux n'est pas nouveau en soi, puisqu'ils échangent régulièrement au téléphone selon Donald Trump, eh bien cet échange il est particulièrement important et intéressant à analyser. Alors oui, effectivement, j'ai une petite extinction de voix depuis ce week-end, mais on va quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, je tiens à vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo Le Grand Format qu'on a publié dimanche sur notre chaîne YouTube dédiée au Grand Format. On a publié une longue vidéo de 52 minutes consacrée aux relations entre la France et l'Algérie et notamment à la guerre d'Algérie. C'est une vidéo avec un récit, des témoignages aussi de personnes qui ont vécu cette période-là. Et voilà, je tiens à vous remercier pour tous vos retours parce que c'était forcément un sujet pas évident, mais vos retours font très plaisir. Pour découvrir cette vidéo, je vous mets le lien directement en description. Alors, l'annonce est tombée dans la nuit de dimanche à lundi. Donald Trump va s'entretenir mardi avec Vladimir Poutine au téléphone. C'est ce que le président américain a confirmé depuis l'avion présidentiel où il était interviewé dans l'avion par plusieurs médias, ajoutant que, je cite, beaucoup de travail a été fait et qu'il espère pouvoir bientôt annoncer des avancées. Et la Russie, de son côté, a confirmé ce lundi cette annonce. Alors, il s'agit du deuxième échange officiel entre les deux dirigeants depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier. La dernière fois, c'était en février et ça avait marqué un tournant dans les relations entre la Russie et les États-Unis. En effet, il faut noter que l'ex-président américain Joe Biden avait de son côté refusé tout échange officiel avec le président russe, et ce depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, c'était en février 2022. Poutine et Trump vont donc discuter de la proposition américaine de cessez-le-feu, donc d'arrêt des combats entre l'Ukraine et la Russie, le tout pour une durée de 30 jours reconductible. On en a déjà parlé hier, l'Ukraine a déjà accepté le principe de cette trêve, et la balle est donc désormais dans le camp de la Russie. De son côté, Vladimir Poutine a ouvert la semaine dernière la porte à une trêve, mais en l'occurrence en fixant des conditions et vraiment pas n'importe lesquelles. On va voir ça tout de suite. Bon, la première condition, c'est que l'Ukraine reconnaisse l'annexion de 5 régions ukrainiennes qui ont été envahies par la Russie. En effet, la Russie aujourd'hui a envahi et contrôle avec son armée environ 1/5 du territoire ukrainien, si on inclut la Crimée qui a été annexée par la Russie en 2014. De son côté, l'Ukraine s'est largement retirée ces derniers jours de la région de Koursk. La région de Koursk, c'est donc une région russe au sud-ouest de la Russie et dont l'Ukraine occupait des centaines de kilomètres carrés depuis son offensive surprise qui a été lancée l'été dernier. Sauf que, eh bien, la semaine dernière, la Russie a repris notamment la ville de Soudja en Russie. Ce vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation dans la région russe de Koursk était, je cite, très difficile, mais il a démenti tout encerclement de ses troupes dans la région. A noter qu'à l'époque, Zelensky et l'Ukraine avaient envahi cette partie de la Russie en espérant, eh bien, détourner en quelque sorte l'armée russe et faire en sorte que l'armée russe quitte le territoire ukrainien pour se concentrer donc sur cette incursion ukrainienne en Russie. L'autre objectif du côté de l'Ukraine, c'était de faire en sorte que cette région russe de Koursk serve en quelque sorte de monnaie d'échange lors de négociations de paix, avec en gros une discussion consistant à dire on est ok pour relâcher la région russe de Koursk, par contre, eh bien, l'armée russe doit se retirer de tel ou tel territoire ukrainien. Bon, mais non seulement cette région contrôlée en Russie par l'Ukraine était toute petite par rapport à la quantité de territoire qui a été envahi par l'armée russe en Ukraine, mais en plus de ça, donc aujourd'hui l'armée ukrainienne recule, donc ce genre de négociation paraît aujourd'hui difficile. Bref, la Russie veut annexer tout ce territoire ukrainien. Par ailleurs, deuxième condition de Poutine, c'est que l'Ukraine renonce à intégrer l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée, en tout cas pour le moment encore, par les États-Unis. En fait, la Russie réclame que l'Ukraine ait, je cite, un statut neutre. Alors la notion d'État neutre, c'est un concept qui est consacré dans le droit international par les conventions de La Haye de 1907 et qui peut prendre différentes formes selon les pays. Alors le pays neutre le plus connu aujourd'hui, c'est quand même la Suisse. Et concrètement, en cas de conflit, un pays neutre, il n'est pas censé participer ni prendre parti entre eh bien, deux acteurs. Par ailleurs, un État neutre ne doit pas autoriser l'installation de bases militaires étrangères sur son territoire. Et là-dessus d'ailleurs, le ministre russe de la Défense a répété que la Russie était opposée au déploiement de soldats de l'OTAN en Ukraine, faisant ici référence au projet
intérêts européens portés par Emmanuel Macron ou encore le Premier ministre britannique Keir Starmer. En effet, certains chefs d'État prévoient éventuellement d'envoyer des troupes en Ukraine en cas d'arrêt des combats, dans le but tout simplement de dissuader la Russie d'attaquer l'Ukraine à nouveau, puisqu'il y aurait donc des forces occidentales en soutien. Alors évidemment, c'est quelque chose qui en France fait beaucoup réagir, qui fait beaucoup débat. On a eu l'occasion de suivre le débat sur le sujet ces derniers jours, mais au-delà de ça, eh bien, la Russie a prévenu qu'elle considérait comme un conflit armé direct le déploiement de soldats de la paix européens en Ukraine. Éventuellement, pour le ministre adjoint russe des Affaires étrangères, une option qui pourrait être discutée, ce serait d'envoyer des observateurs non armés pour vérifier la bonne mise en œuvre d'un potentiel cessez-le-feu. Enfin, troisième condition de la part de la Russie, on peut le noter, c'est un potentiel changement de régime en Ukraine. La Russie a déjà demandé plusieurs fois à ce que Volodymyr Zelensky démissionne et qu'une nouvelle élection présidentielle soit organisée, alors qu'aucune élection n'a eu lieu depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Alors il faut tout de même noter que cette situation, elle reste conforme et légale au vu de la loi martiale et de la loi ukrainienne en ce moment. En effet, organiser des élections dans le contexte actuel serait difficile pour l'Ukraine, notamment parce que certains territoires ukrainiens sont actuellement occupés par l'armée russe. De son côté, Zelensky s'est déjà dit prêt à démissionner si ça permettait à l'Ukraine en parallèle d'adhérer à l'OTAN. Sauf que, on l'a dit, la Russie ne souhaite pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Alors pourquoi vouloir le départ de Volodymyr Zelensky? L'une des hypothèses qui a avancé, même si elle n'est pas dite évidemment par la Russie, c'est qu'en cas de nouvelles élections, la Russie pourrait pousser pour tenter d'avoir un président davantage pro-russe à la tête de l'Ukraine, qui lui serait donc potentiellement, en cas de victoire, favorable. Alors que dit l'Ukraine dans tout ça? Je le disais, Zelensky a déjà accepté la proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours. Le président ukrainien a d'ailleurs désigné une équipe de négociateurs en vue de possibles discussions. Mais selon lui, en fait, dans la situation actuelle, la Russie cherche surtout à avoir une position plus solide sur le champ de bataille, et Vladimir Poutine, je cite, ment aussi sur le fait qu'un cessez-le-feu est supposément trop compliqué. Et par ailleurs, évidemment, on l'imagine très mal accepter de renoncer à tout le territoire qui a été donc annexé par la Russie. On l'imagine mal aussi accepter un accord de paix sans garantie de sécurité pour son pays. C'est donc des éléments qui seront malgré tout sur la table et en discussion dans les prochains jours. En tout cas, ce samedi, une trentaine de dirigeants d'État et d'organisations qui soutiennent l'Ukraine ont annoncé une pression collective sur la Russie, l'accusant de vouloir poursuivre la guerre, notamment en mettant des conditions intenables. Et en même temps, du côté de l'Ukraine et de Zelensky, la situation aussi est extrêmement délicate. Il faut le rappeler, en tout cas pour le moment encore aujourd'hui, ils dépendent de l'aide militaire et de renseignements venant des États-Unis. Certes, l'Union européenne a annoncé vouloir renforcer tout ça, mais dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent pallier un retrait potentiel des États-Unis? C'est une vraie question. On suivra tout ça en espérant que j'aurai plus de voix demain. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu en France. L'Institut catholique Notre-Dame de Bétharram, qui est visé par plus de 150 plaintes pour des faits de viol, d'agression sexuelle et de violence, est contrôlé à partir de ce lundi par le rectorat de Bordeaux. Il s'agit de la deuxième inspection académique de l'histoire de l'établissement, la première et dernière remontant à près de 30 ans au printemps 1996. À noter que la congrégation religieuse des Pères de Bétharram, qui dirigeait à l'époque l'établissement, a reconnu ce samedi pour la première fois que les violences étaient systémiques et qu'il ne s'agissait pas de cas isolés, mais d'un phénomène généralisé. En parallèle, l'Éducation nationale a dit vouloir renforcer le système de signalement dans les établissements d'enseignement privés. Ça va notamment passer par la mobilisation d'inspecteurs supplémentaires, avec l'objectif d'inspecter 40% des établissements privés sous contrat dans les 2 prochaines années. En France, plus de 2 millions d'élèves sont scolarisés dans le privé. Deuxième actu, le Premier ministre François Bayrou a officiellement dit non ce dimanche à un retour à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. C'est ce qu'il a annoncé dans l'émission Questions politiques ce dimanche sur France Inter et France Info. En janvier, lors de son discours de politique générale, François Bayrou avait affirmé qu'il n'y aurait aucun totem et aucun tabou, pas même l'âge de départ à la retraite, laissant donc entendre un possible changement sur ce sujet. Adopté en 2023 par 49.3, le passage à 64 ans de l'âge de départ à la retraite avait mené à un grand mouvement de contestation sociale en France. Depuis fin février, un conclave réunissant syndicats et patronat est chargé de travailler sur cette réforme des retraites jusqu'à fin mai. À l'heure actuelle, une fin anticipée du conclave n'est pas prévue, mais certains syndicats pourraient décider de le quitter. Les déclarations du Premier ministre ont été critiquées, notamment à gauche. Pour le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, la mascarade apparaît au grand jour, tandis que le député socialiste Jérôme Guedj a dénoncé sur ses réseaux sociaux une faute et un
un mépris pour les partenaires sociaux. Le Rassemblement national a aussi critiqué les déclarations de François Bayrou. Troisième actu, plus de 2/3 des Français déclarent avoir renoncé à au moins un acte de soins ces 5 dernières années, selon le baromètre de l'accès aux soins de la Fédération hospitalière de France, publié ce lundi, qui analyse l'état du système hospitalier français. Le rapport indique aussi que plus de la moitié des Français qui ont eu besoin d'aller à l'hôpital ont connu des difficultés d'accès aux soins et que 92% des Français considèrent que l'hôpital public est en danger. 5 ans après le premier confinement dû à la pandémie de Covid, le bilan de santé de l'hôpital public reste contrasté, selon le président de la FHF, Arnaud Robinet. Sur le plan financier en particulier, les voyants sont au rouge selon lui. Le déficit a été multiplié par 5 en 5 ans et atteint quasiment les 3 milliards d'euros. Mais certains facteurs s'améliorent malgré tout. Déjà, pour la première fois depuis la crise sanitaire, la dette de santé publique accumulée pendant la pandémie se résorbe. On parle ici des soins en retard, comme des opérations annulées à cause de la surcharge hospitalière par exemple. En parallèle, les effectifs hospitaliers s'améliorent avec une baisse de l'absentéisme et du nombre de postes vacants. Quatrième actu au Yémen, les Houthis, un groupe rebelle yéménite soutenu par l'Iran, ont revendiqué dimanche et lundi 2 attaques contre un porte-avions américain, l'USS Harry Truman en mer Rouge. Fermement opposés à Israël, les Houthis attaquent régulièrement des bateaux estimés en lien avec le pays qui passe à l'horizon du Yémen, une zone maritime importante. Les attaques avaient cessé avec la trêve à Gaza, mais les Houthis ont annoncé mi-mars leur décision de les reprendre. Et ce samedi, les États-Unis ont mené des frappes contre les groupes au Yémen, en réponse donc à leurs attaques contre des navires en mer Rouge. Ces frappes ont fait au moins 53 morts, dont 5 enfants, et 98 blessés, selon le bilan définitif publié dimanche soir par le ministère de la Santé des rebelles. Suite à ça, le président américain Donald Trump a menacé d'utiliser une force létale écrasante jusqu'à atteindre l'objectif américain, à savoir défendre les intérêts américains, dissuader les ennemis et rétablir la liberté de navigation. Il a par ailleurs demandé à l'Iran d'arrêter immédiatement son soutien aux Houthis. De leur côté, les Houthis ont promis une réponse à cette agression, menant donc aux attaques de dimanche et lundi. L'Organisation des Nations Unies s'est quant à elle dite inquiète de l'escalade militaire entre les deux pays et a appelé à la plus grande retenue et à la cessation de toutes les activités militaires. On vous tiendra au courant sur ce sujet. Cinquième actu, et c'est un petit point météo, des températures élevées sont attendues en France cette semaine à partir de mardi. C'est le sud-ouest du pays qui connaîtra les températures les plus élevées, autour des 25 degrés en fin de semaine, pourrait faire jusqu'à 18 degrés dans le nord. Alors il s'agit de températures très au-dessus des normales de saison, qui vont habituellement jusqu'à 13 degrés dans le nord et 16 dans le sud de la France. Cette montée des températures est due au départ d'un anticyclone qui se trouvait sur la France ces derniers jours. Les fortes températures à cette période de l'année sont aussi à relier au dérèglement climatique. À noter que le temps devrait se dégrader en fin de semaine avec l'arrivée de pluie vendredi et pendant le week-end. Et enfin, dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, les 2 astronautes bloqués depuis 9 mois sur la Station spatiale internationale, Suni Williams et Butch Wilmore, vont enfin rentrer sur Terre. Leur arrivée est prévue pour mardi soir grâce à un vaisseau SpaceX arrivé ce dimanche à bord de l'ISS. À l'origine, leur mission commencée en juin ne devait durer que quelques jours, mais la capsule qui les avait emmenés avait montré des défaillances et la NASA avait préféré la faire revenir vide pour ne pas mettre les astronautes en danger. Des images de leur retour sur Terre seront diffusées en direct par la NASA à partir de mardi vers 4h du matin, heure française, notamment pendant la préparation de leur capsule. Merci beaucoup Blanche. Alors pour découvrir notre grand format consacré à la France et à l'Algérie, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.